Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue et merci d'être venus ce soir. Votre présence montre que nous sommes nombreux à nous interroger sur les activités de Valduc et je vous remercie donc d'être venus. Pour commencer, je voudrais remercier Quetigny Environnement, grâce à qui nous sommes là ce soir dans cette salle. Je ne saurais trop vous conseiller de lire leur bulletin, l'accent aigu, que l'on trouve facilement sur leur site internet, moteur de recherche, Quetigny Environnement, et pas de souci. Nous devons l'initiative de cette conférence aux Amis de la Terre de la Côte d'Or. Les Amis de la Terre de la Côte d'Or ont été soutenus par le collectif Sortir du nucléaire, 21 Côte d'Or aussi, un collectif qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations. Et je tiens à remercier à tous ceux qui ont merci à tous pour l'énergie apportée à réaliser cette soirée. Vraiment, sincèrement, merci. Et bien sûr, Dominique Lalanne, notre conférencier, d'être venu parmi nous ce soir pour nous éclairer sur un sujet si peu accessible et pourtant si français. Car l'idée d'une bombe atomique revient à Frédéric Joliot-Curie, qui a déposé le premier un brevet en mai 1939. Donc nous sommes là ce soir pour écouter Dominique Lalanne traiter le sujet des armes atomiques en général et de Valduc en particulier. Pour la petite histoire, nous sommes ce soir dans une tradition bien dijonnaise s'il en est, quand on sait que le chanoine Kir a été signataire de l'appel de Stockholm. À nouveau, appel de Stockholm sur votre moteur de recherche et vous verrez. Donc l'objectif de cette soirée n'est pas de vous faire devenir, pour ceux qui ne le sont pas encore, ce soir des militants pour un monde sans nucléaire civil ou militaire. Je crois que ce serait vraiment chouette de voir les rangs de nos associations s'épaissir. Notre but est d'apprendre et de comprendre. Nous souhaitons mettre une perspective sur l'arsenal nucléaire français, comprendre ses implications citoyennes, mais aussi comprendre quels sont les mécanismes qui conduisent à des pollutions environnementales. Dominique va nous expliquer comment fonctionnent les différentes bombes atomiques, et c'est justement de par le fonctionnement et les contraintes liées à ce fonctionnement que nous, les riverains de Valduc, sommes concernés. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus quand même notre conférencier, Dominique. Donc Dominique Lalanne est directeur de recherche en physique nucléaire et corpusculaire au CNRS. Il est maintenant retraité. Il a travaillé au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay et au laboratoire souterrain de Modane, pour mener des expériences de physique fondamentale. En écho à ses activités de chercheur, Dominique a aussi été très actif sur une critique du programme électronucléaire français dans les années 70 à 90, en fondant avec d'autres chercheurs physiciens le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, GSIEN. Là encore, moteur de recherche impeccable, vous verrez plein d'informations très intéressantes. Depuis les années 90, Dominique travaille au désarmement nucléaire dans le cadre associatif français avec la Maison de Vigilance. Il en est administrateur, et le collectif associatif Armes Nucléaires Stop. Il en est le président. Dominique est aussi membre du bureau national du Mouvement de la Paix. Il assure le rôle d'expert auprès de l'Observatoire des armements à Lyon et celui de personne ressource pour le réseau Sortir du nucléaire. Au niveau international, Dominique participe aux réunions à l'ONU du traité de non-prolifération. Il est membre du comité de coordination internationale d'abolition 2000, un réseau qui regroupe plus de 2000 ONG pour le désarmement nucléaire. Voilà ce qu'il me paraissait important de préciser en préambule. Je laisse maintenant la parole à Dominique pour une conférence qui durera une quarantaine de minutes. Ensuite, ce sera à vous de vous exprimer dans le cadre d'un débat qui se clôturera certainement aux alentours de 22h30. Merci. Je n'ai pas l'habitude de parler à autant de monde que ça parce que d'habitude, le sujet du désarmement nucléaire, des armes nucléaires, n'intéresse presque personne. Et j'ai fait une fois un record dans une de mes conférences avec 0 participants. Donc là, on est nettement au-dessus du record. Donc, Philippe m'a demandé de vous parler d'armes nucléaires, de désarmement nucléaire, et Philippe a beaucoup insisté dans ses nombreux coups de téléphone sur l'idée importante
comment marche une bombe nucléaire. Je me demande s'ils ne souhaitent pas en faire une. Enfin, c'était une question que je me suis posée comme ça. J'espère que les renseignements généraux ne transmettront pas ça. Donc, mon sujet, c'est les armes atomiques et Val-Duc. Alors, suivante. Donc, en fait, ce que m'a demandé Philippe, c'était un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'une arme atomique? Comment ça marche? Quel rapport entre le CEA et Val-Duc? Pourquoi un arsenal nucléaire? Faut-il du tritium, etc. Et quelles sont les conséquences environnementales? Mais sur la suivante, moi aussi j'ai envie de parler du problème des armes nucléaires actuellement. Parce qu'actuellement, il y a encore des armes nucléaires. Une fois, une personne, j'étais en conférence à Oslo, elle m'a dit mais les armes nucléaires, il y en a encore, monsieur? Je dis oui, il y en a encore. Et voilà, donc si vous voulez, tout le monde n'est pas au courant qu'il existe encore des armes nucléaires, et cette personne qui était à la réception de l'hôtel ne le savait pas. Donc la question actuelle, et pour ceux qui en savent déjà beaucoup, parce que certainement parmi vous, il y a des gens qui sont déjà au courant de beaucoup d'aspects des armes nucléaires, je dirais quelques mots sur comment se pose maintenant, actuellement, le problème du désarmement nucléaire, parce que, disons, depuis un an, les choses ont beaucoup changé au niveau international, et aussi, je dirais, au niveau français, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'au niveau national, il y a des ouvertures, et au niveau français, il y a un blocage. Mais bon, ceci est juste un commentaire d'introduction. Donc la question, ça sera que faire dans le contexte actuel. Suivante. Voilà. Alors la situation actuelle, je voudrais commencer par quelques faits pour qu'on se rende compte du problème tel qu'il existe actuellement. Et les faits, c'est que les armes nucléaires actuellement présentent un danger considérable pour nos pays et pour l'humanité en général. Et un expert du CEA, Georges Le Guen, qui a écrit des bouquins et qui est monsieur géostratégie au CEA, a écrit dans son livre récemment, en 2009, « Une guerre nucléaire est possible par erreur ou méprise ». Ça veut dire que ça peut arriver. Et vous allez voir dans la suite pourquoi ça peut arriver. Il y a actuellement 1800 bombes sur la planète qui sont en état d'alerte. En état d'alerte, ça veut dire que sur un signal radar qui indique que un missile non identifié arrive sur les États-Unis ou sur la Russie, l'ordre est transmis au président qui en un quart d'heure, doit prendre la décision de contre-attaque avant que le missile arrive, si c'est un missile nucléaire qui est destiné à détruire une cible dans le pays, mais même si le missile n'est pas arrivé, il faut prendre la décision de contre-attaque avant que le missile arrive pour vous détruire. Donc, en un quart d'heure, le président des États-Unis ou le président russe doit faire un diagnostic pour une contre-attaque massive d'armes nucléaires. Ça, c'est l'état d'alerte. Et en France, nous avons 96 bombes en état d'alerte dans notre sous-marin. Donc, si on fait l'historique de ce qui s'est passé sur un certain nombre d'années, puisqu'on a des armes nucléaires quand même depuis les années 1945, eh bien, nous sommes passés plusieurs fois au bord de la catastrophe à cause d'erreurs suivantes. Alors voilà, j'en donne une pendant la guerre froide et une après la guerre froide pour vous montrer que le problème est crucial. 26 septembre 1983, il y a un officier, un colonel, qui est responsable de toute la sécurité de l'Union soviétique. Toutes les informations des satellites, des radars arrivent dans son PC. Il est à côté de Moscou et à minuit, les sirènes retentissent. Il détecte sur ses radars le départ d'un missile des États-Unis en direction de la Russie, de l'Union soviétique. Quelques minutes après, un deuxième missile est détecté. Quelques minutes après, 5 missiles au total sont détectés, qui arrivent sur la Russie, sur l'Union soviétique. Il a, en 10 minutes, la nécessité de donner son diagnostic au Kremlin pour une contre-offensive de 1000 missiles sur les États-Unis. Il fait évidemment tous les checks pour vérifier que c'est des vrais signaux, que c'est vraiment quelque chose qui est détecté par son satellite qui surveille les États-Unis. Ces essais montrent que les 26 étapes donnent résultat favorable. C'est une attaque. Au bout de 10 minutes, il est forcé de donner son diagnostic au Kremlin. Et qu'est-ce qu'il donne comme diagnostic? Fausse alarme. Donc évidemment, pas de contre-attaque. Et un quart d'heure plus tard, les signaux radars du sol montrent que c'était une fausse alarme, et l'analyse des données ultérieures a montré que c'était des reflets du soleil
sur des nuages à très haute altitude que le satellite avait pris pour des fusées intercontinentales. Nous sommes passés ce 23 septembre 1983 au bord de l'apocalypse. Un autre exemple après la guerre froide, en 1995, Boris Eltsine est réveillé en début de matinée. Bon, c'était quelqu'un qui aimait bien les soirées arrosées de la veille au soir, ça tombait bien, c'était le matin. Donc il avait récupéré, et on lui dit, il y a un missile qui arrive sur Moscou. Bon, très bien. Monsieur le Président, vous avez 5 minutes pour appuyer sur le bouton. Alors Boris Eltsine a dit, j'y crois pas. Bon, c'était 95, mais le bouton était prêt. Tout était armé. Toutes les étapes d'armement du missile, du système de contre-attaque étaient en place. Il n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Il a dit, j'y crois pas. Heureusement, parce que c'était un missile qui devait vérifier la haute atmosphère lancée par les Norvégiens pour faire des études de climat. On est passé aussi, en 95, à 2 doigts de la guerre nucléaire par erreur. Donc ces 2 exemples montrent qu'on est dans une situation où en moyenne tous les 6 ans, et les documents déclassifiés récemment le montrent, tous les 6 ans, on passe à côté d'une guerre nucléaire par erreur. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Sur la diapositive suivante, voilà le bilan des nombres en service actuellement. Au total, vous faites le total, vous obtenez autour de 20 000 bombes en service actuellement. Et sur la diapo suivante, vous avez celles qui sont en état d'alerte permanente, autour de 2000. Diapo suivante. Alors on pourrait croire qu'il n'y a que des bombes nucléaires dans les pays qui sont responsables des armes nucléaires, de leurs armes nucléaires, mais non. En Europe, nous avons aussi des armes nucléaires qui sont gérées par les États-Unis et mises à disposition des pays qui sont dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN, avec une mission nucléaire. Donc vous avez ici la liste. Au total, il y a environ 240 bombes qui sont encore en service dans ces pays-là, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. La diapo suivante, c'est pour vous montrer que on ne se préoccupe pas depuis récemment du désarmement nucléaire. Il y a plus de 50 ans, John Kennedy disait « Chaque homme, femme ou enfant vit sous une épée nucléaire de Damoclès, accrochée à des fils fragiles qui peuvent être coupés à tout moment par accident, par erreur ou par folie. Ces armes doivent être abolies avant qu'elles ne nous abolissent. » Vous voyez que Georges Le Gelt, l'expert géostratégique du CE, il y a 3 ans, a dit exactement ce qu'a dit Kennedy il y a plus de 50 ans. Et donc le problème, si on ne s'en occupe pas un jour ou l'autre, eh bien un jour ou l'autre, on n'aura plus à s'occuper d'aucun problème. La suivante. Alors, pour répondre quand même à Philippe qui disait une bombe atomique, comment ça marche, et pour que vous puissiez tous fabriquer votre bombe atomique, voilà, je vais donner quelques détails. Bon, je suis physicien nucléaire, donc je vais vous expliquer en gros comment ça marche, mais je ne vais pas vous donner tous les petits trucs, parce que sinon le RG de la salle va trouver que j'en dis trop. Alors, sur la suivante, il y a quand même des bombes qui ont explosé. Hiroshima, Nagasaki, vous savez, mais il y a plus que Hiroshima et Nagasaki, il y a eu plus de 2000 bombes qui ont explosé. Ça, des fois, on ne se rend pas compte de ça, et ça a tué énormément de gens, des populations, dans les îles, au Sahara. Il y a eu des suites dramatiques de santé. En France, on a un groupe, une association des anciens qui ont été exposés, l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. Et les Français, nous avons fait exploser 210 bombes quand même, 10% des bombes au total sur les 2000, dont des tirs aériens, c'est-à-dire des bombes qui ont explosé dans l'atmosphère et qui ont donc pollué l'atmosphère de la planète. C'est pour ça que dans les années 60, les Américains et les Russes se sont mis d'accord pour arrêter les essais aériens parce que la radioactivité de l'atmosphère commençait à être trop importante à cause des essais nucléaires. C'était à l'époque où on n'avait pas encore eu Fukushima ni Tchernobyl. Donc, si vous voulez, merci, oui, voilà, donc un bel essai sur Mururoa, vous voyez, c'est une île de la Polynésie où nous, on a fait sauter une bombe nucléaire, et autant vous dire que maintenant cette île est condamnée pour des centaines d'années. Il n'est plus question d'aller habiter dans cette île-là. Évidemment, on avait évacué la population avant, mais voilà, nous, ce que nous avons fait dans nos tirs aériens. La suivante, on a un tir russe, soviétique, la plus grosse bombe mondiale qui est explosée, 56 mégatonnes, 3800 fois la bombe d'Hiroshima.
largeur du champignon 100 km. Et le pilote de l'avion qui a largué la bombe a failli y passer parce que quand vous larguez une bombe, la bombe explose derrière vous, mais si vous ne partez pas vite fait bien fait, vous explosez avec la bombe. Donc il a failli y passer, son avion a failli être déstabilisé. Donc c'est pour dire que des bombes, ça a explosé de façon massive. De façon massive, il y a des régions polluées et il y a de nombreuses victimes qui ont subi ces tests. Certaines de ces victimes, d'ailleurs, ont subi ces tests volontairement, ont été volontairement exposées pour faire justement des essais pour voir quelles étaient les conséquences d'une exposition à une arme nucléaire, les conséquences humaines. Alors voilà les détails pour faire marcher une bombe. Alors ça c'est relativement simple. Il y a 3 étages dans une bombe nucléaire. Un étage qu'on appelle classique, c'est-à-dire tout simplement de la dynamite, qui doit compacter les 2 parties fissiles de la bombe, l'uranium ou le plutonium, qui ne peuvent exploser que si elles ont la masse critique. C'est-à-dire qu'à une certaine quantité d'uranium ou de plutonium, de façon automatique, explose de façon nucléaire, parce que tout simplement les neutrons cassent les atomes de proche en proche, et il y a de plus en plus d'atomes qui sont cassés, qui à leur tour émettent des neutrons, et donc l'explosion a lieu à cause de la multiplication des neutrons dans la mixture d'uranium ou de plutonium. Donc le point grand A, c'est tout simplement la charge de TNT qui compacte les 2 moitiés d'uranium ou de plutonium. Avec 5 kg de plutonium, c'est gros comme un pamplemousse, 5 kg de plutonium. Avec 5 kg de plutonium, vous atteignez la masse critique. Avec 11 kg d'uranium, 235, vous atteignez la masse critique. Donc en gros, avec la taille d'un pamplemousse, et comme le disait Albert Camus, on a maintenant atteint l'état maximum de sauvagerie de l'humanité, puisqu'on peut détruire des populations avec une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Donc, si vous voulez, c'est le premier étage A. On compacte les 2 demi-sphères d'uranium ou de plutonium pour atteindre la masse critique. Le point B, c'est que la masse critique est atteinte, donc ça explose. Vous pouvez avoir une explosion qui va, avec la masse critique, jusqu'à 150 kilotonnes, milliers de tonnes de TNT, donc des millions de kilos. Des milliers de tonnes, c'est des millions de kilos de TNT. Avec quelques kilos, vous faites sauter un pont ou un immeuble. Donc là, il s'agit de millions de kilos. Donc vous atteignez le point B, et là, l'avantage extraordinaire de cette explosion, c'est que vous fabriquez une température de 10 millions de degrés. Alors ça, c'est très intéressant pour le 3e étage. Le 3e étage, alors en point C, vous récupérez les neutrons et vous les faites converger sur le 3e étage, et au point D, vous arrivez avec tous les neutrons qui vont sur la réserve qui est en bas de la bombe, la réserve de tritium, d'hydrogène radioactif, du tritium, disons pour simplifier, ça peut être aussi du deutérium, ça peut être aussi de l'hydrogène, mais en gros, c'est du tritium. Et le tritium, quand il est à 10 millions de degrés, eh bien, il fusionne, c'est-à-dire qu'il se colle ensemble, les atomes d'hydrogène se collent ensemble, fabriquent de l'hélium et relâchent des neutrons dans cette fabrication. Et donc, vous avez à ce moment-là une nouvelle explosion, l'explosion qu'on dit thermonucléaire. C'est une nouvelle explosion, mais qui n'a pas de masse critique. Et ça, c'est le grand avantage. Le grand avantage de ne pas avoir de masse critique, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de tritium. Et donc, vous pouvez avoir une explosion, à la limite, aussi grande que vous voulez, aussi forte que vous voulez. Tandis qu'avec la masse critique, eh bien, vous êtes limité, parce que si vous mettez la masse critique, ça explose, et vous ne pouvez pas mettre plus que la masse critique. Donc, avec l'explosion thermonucléaire, vous pouvez atteindre des puissances aussi grandes que vous voulez. D'où les Russes qui ont fait 56 mégatonnes, millions de tonnes. Millions de mégatonnes. Donc ça, c'est la E, et l'image E, donc, vous fait la bombe thermonucléaire. Alors, pour des pays qui ne sont pas, je dirais, très exigeants sur des bombes très performantes, prenons par exemple l'Inde et le Pakistan, ou d'autres pays comme la Corée du Nord, bon, c'est aussi les petits derniers, ceux-là, ils se contentent de l'étape B, qui vous permet de faire quand même l'équivalent d'Hiroshima ou de Nagasaki, c'est quand même pas rien du tout. Mais au moins, politiquement, ça vous fait exister sur la scène internationale. Pour l'étape E, thermonucléaire, c'est des pays qui ont une technologie plus avancée, parce que d'abord, il faut avoir du tritium. Alors, ici, vous avez de la chance, vous avez Balduc, vous avez plein de tritium. Mais bon, je veux dire, tout le monde n'a pas Balduc à côté de soi. Et vous êtes des privilégiés. Donc, suivant.
Alors, voilà la fission de l'uranium dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, l'uranium 235 ou plutonium 239. Si vous faites une fission complète d'1 kg, vous avez 18 000 tonnes de TNT, mais évidemment, une bombe nucléaire ne marche jamais complètement à l'efficacité 100%, parce que dès que ça explose, ça disloque la masse d'uranium ou de plutonium, donc le reste ne peut pas exploser. Donc il y a une petite astuce pour que ça explose le mieux possible, mais même dans la bombe d'Hiroshima, en gros, ça a marché à 15%, quoi. Donc c'est des très mauvais rendements. Alors, vous avez, quand l'uranium 235 reçoit un neutron, il produit ce qu'on appelle 2 produits de fission, ça c'est le langage du physicien nucléaire, et 2,3 neutrons en moyenne, c'est-à-dire 2 ou 3 neutrons, pour continuer la réaction en chaîne, c'est-à-dire que vous avez un neutron au départ, vous en avez 2 à la sortie, donc vous voyez que c'est une amplification qu'on dit exponentielle. Hein. Chaque fois, à chaque étape, vous en avez 2 fois plus. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Alors, ces produits de fission, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, c'est des atomes qui ont la moitié de masse de l'uranium. L'uranium, c'est 235 nucléons, donc c'est typiquement du césium-137, de l'ion-121, que des isotopes agréables avec lesquels on peut cohabiter sans problème. La suivante. Donc, dans les notations, voilà, donc un petit mélange sur la diapo entre le N et le P. Les notations, pour que les choses soient claires pour tout le monde, c'est qu'on appelle un élément A avec un nom, et le nom dépend d'un paramètre qui s'appelle P, qui est le nombre de protons. Le nombre de protons, c'est aussi le nombre d'électrons, c'est ce qui donne le nom à l'élément. L'uranium, par exemple, c'est 92 protons. Et puis il y a des neutrons en rade, parce que les neutrons, on peut les supporter dans un noyau nucléaire. Donc après, le nombre de neutrons plus le nombre de protons, ça fait ce qu'on appelle le nombre N, qui sont des nucléons, protons ou neutrons. C'est comme ça, par exemple, que l'uranium 92 peut exister sous forme de 238, de 235, de 239, il y a plein d'uranium possible. La suivante. Donc ça, c'est juste les notations. Et alors voilà, les réactions de fusion, ça c'est pas pour vous, puisque vous n'allez jamais construire une bombe nucléaire à fusion, mais c'est pas le grave. Voilà, donc en bleu c'est la meilleure, vous avez du tritium qui est H3, c'est-à-dire de l'hydrogène, mais avec 2 neutrons, un proton plus 2 neutrons, avec de l'hydrogène deutérium, H2, qui donne de l'hélium. Alors l'hélium, c'est extraordinaire, c'est une bombe écologique, ça, il faut voir. L'hélium, c'est pas radioactif. L'hélium, c'est un gaz noble. Oui, je veux dire, on ne peut pas souhaiter mieux. Donc ici, vous avez une réaction qui est parfaite pour quelqu'un qui ne veut pas polluer l'environnement, que des neutrons et de l'hélium. Voilà, c'est la meilleure. Et ça, alors là, c'est ça qui fait le plus de dégâts, qui pourrait faire le plus de dégâts et signer la fin de l'humanité. La suivante. Pas la fin suivante. Alors, pour fabriquer du tritium, ça vous intéresse directement parce que vous êtes à côté d'un gros utilisateur de tritium, qui est à Luc. Eh bien, on bombarde un atome avec des neutrons. Où est-ce que vous trouvez des neutrons? Vous trouvez des neutrons dans tous les accélérateurs, dans tous les réacteurs nucléaires. C'est des machines à neutrons, les réacteurs nucléaires. Donc, soit vous voulez un très bon rendement de tritium, à ce moment-là, vous bombardez du lithium, c'est un élément léger, et ça, c'est pour fabriquer du tritium comme ceux qu'on utilise dans les bombes nucléaires. Ou alors, vous pouvez fabriquer du tritium par inadvertance, si j'ose dire. Hein, c'est un sous-produit que vous ne souhaitez pas, comme dans un réacteur nucléaire. Dans un réacteur nucléaire, il y a beaucoup de neutrons, et on est forcé de mettre un élément qui s'appelle du bore, parce que le bore absorbe les neutrons, et donc ça permet de calmer le réacteur si jamais il a tendance à s'accélérer un peu trop anormalement. Et donc on met du bore pour réguler le fonctionnement du réacteur. Mais les neutrons sur le bord fabriquent du tritium. Donc de temps en temps, votre réacteur nucléaire, eh bien, il a un peu trop de tritium. Alors il faut s'en débarrasser comme on peut, c'est-à-dire en fait le relâcher dans l'atmosphère. Alors la suivante, c'est une question. Ah oui, Philippe, il me harcelait de questions. Excuse-moi Philippe, mais je veux dire, c'est vrai quoi. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est que l'eau tritier? L'eau tritier, c'est très simple. L'eau, c'est H2O, tout le monde sait ça, ou presque. Donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de tritium, qui est tout simplement de l'hydrogène. L'hydrogène dopé avec des neutrons, mais vu de l'extérieur, le tritium ou l'hydrogène, c'est exactement pareil. Ça a la même réaction chimique, ça passe dans l'environnement exactement pareil, ça va dans l'eau de boisson, ça n'a pas le goût de tritium, ça a le goût d'eau. Voilà. Donc l'eau tritier, c'est de l'eau
qui se note en chimie HTO ou H2O, si on ne se préoccupe pas de savoir que c'est du tritium ou pas. La période radioactive du tritium, c'est 12 ans, ça veut dire qu'au bout de 12 ans, il y en a moitié moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire qu'il y en a moitié moins tous les 12 ans. Hein, donc 10 fois 12 ans égale 10 fois la moitié moins, c'est-à-dire 1000 fois moins. Mais la période biologique est intéressante parce que quand on voit quelques de l'eau, c'est plutôt la période biologique qui vous intéresse que la période radioactive. Et ça, c'est entre 10 et 30 jours, ça dépend où ça va dans le corps. Donc en gros, quand vous buvez de l'eau triciée, eh bien, pendant une quinzaine de jours, vous avez de la radioactivité dans le corps. Mais il y en a plein de radioactivité, hein, partout. Je veux dire, il ne faut pas se traumatiser comme ça. Non, mais je ne veux pas me traumatiser. Bon, ensuite. Alors, une bombe nucléaire, ça fait quoi? Ça, c'est quand même une question très importante. C'est pour ça que j'ai fait un beau dessin. La Tsar Bomba de 50 mégatonnes, 56 mégatonnes est montée à 64 km de haut, ce qui est quand même pas mal. Hein. Et la petite de Hiroshima à 12 km. Les avions, eux, volent à 12 km d'altitude. Bon, la suivante. Alors, voilà Hiroshima, vers 8 heures, le 6 août 1945. Une petite ville avec des maisons en bois, quelques maisons en béton, mais une petite ville tranquille. C'est en 1945. Hein. C'est pas une ville comme aujourd'hui. Dijon n'a rien à voir avec une ville de 1945. Dijon est complètement moderne. Enfin, oui. Bon, un quart d'heure plus tard, voilà l'état de la ville. Bon, là, c'est pas un quart d'heure plus tard, en fait, c'est beaucoup plus tard, parce que quand une bombe nucléaire arrive, ça fait un incendie généralisé, et donc un quart d'heure plus tard, c'était un incendie généralisé, et là, l'incendie, vous voyez, il s'est calmé, il n'y a plus rien d'ailleurs à brûler. Donc, la suivante montre un immeuble en béton armé, de 3 étages. Vous voyez que dans son état, si une bombe de 150 kilotonnes, comme les bombes qu'on a dans nos sous-marins, faisait des dégâts comme à Hiroshima, comme sur une ville, eh bien, ça serait l'état des immeubles à 1,5 km de l'hypocentre, c'est-à-dire de l'endroit où est tombée la bombe. Donc vous voyez, un immeuble, comme on en a dans nos villes, ne résiste pas sur, disons, un diamètre de 3 ou 4 km si c'est une bombe française. Parce que si c'est une bombe russe ou américaine, c'est des bombes qui sont 10 fois plus puissantes, donc le rayon, ça va plutôt autour de 5 ou 6 km. La suivante, c'est un document exceptionnel qui a été pris par un photographe japonais, Nagasaki. Donc c'est l'ombre d'un soldat qui faisait le quai dans sa tour de contrôle. Ça, c'est la tour de contrôle en bois que vous voyez. Il était dans la tour de contrôle. À la fin de l'alerte, parce que l'alerte, quand l'avion est arrivé, il y a eu une alerte qui a été sonnée. À la fin de l'alerte, il est descendu par l'échelle. Il a enlevé le sabre qui est à l'ombre sur la droite. Et là, il a vu le flash de l'explosion. Et le flash a imprimé son ombre. Évidemment, il est mort. Hein, a imprimé son ombre sur la maison. Donc ça, c'est à 8... Avec une bombe de 150 kilotonnes comme nos bombes, ça se passerait à 8 km de l'hypocentre. Donc la suivante, c'est pour les effets d'une bombe nucléaire. Donc j'en ai vaguement évoqué 2-3 dans ce que j'ai dit précédemment. Au départ, une boule de feu à 10 millions de degrés, qui grossit... Alors je vais prendre l'exemple d'une bombe de 150 kilotonnes comme celle qu'on a dans nos sous-marins. On en a 96 dans nos sous-marins, donc j'en prends une parmi 96. Donc la boule de feu, au départ, se propage au gaz qui est autour. Elle atteint à peu près 1 km de diamètre. Donc la boule de feu fait 1 km de diamètre. La surface de la boule de feu, c'est environ 5000 degrés. C'est la température de la surface du Soleil. Donc vous avez sur 1 km une surface à 5000 degrés. Tout ce qui est en dessous de ce nuage de haute chaleur, évidemment, est vaporisé. C'est même pas brûlé, c'est vaporisé, tellement c'est chaud. Il y a une onde de choc qui part et qui s'étend sur plusieurs kilomètres, qui détruit les immeubles, comme je l'ai parlé. Mais il y a aussi une irradiation de neutrons. Tous les neutrons qui n'ont pas été bien recentrés pour favoriser la réaction de fusion, eh bien, cela s'échappe. Et jusqu'à 4 ou 5 km, les gens qui n'ont pas été, qui ne sont pas morts à cause de la bombe, de l'onde de feu ou de choc, meurent à cause des neutrons. Et sur le long terme, évidemment, il y a une pollution radioactive, puisque le plutonium ou l'uranium qui n'a pas explosé, lui, est dispersé dans l'environnement, plus tous les produits de fission qui sont dispersés dans l'environnement, plus les produits d'activation, c'est-à-dire que la bombe a eu un effet aussi de rendre radioactif tout ce qui était au voisinage de l'explosion.
l'air si c'est dans l'air, mais ça peut être plus proche du sol, et à ce moment-là, cette pollution radioactive s'étend évidemment avec des conséquences sur le long terme. La suivante, c'est donc pour préciser exactement comment serait une frappe nucléaire actuellement par rapport à Hiroshima. Les bombes sont 10 à 1000 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima. Donc tout de suite, vous voyez, les dégâts sont plus importants. Mais ce qui est très important dans les villes actuelles par rapport à Hiroshima, c'est que les villes actuelles ont autour d'elles des infrastructures industrielles. Et ces infrastructures industrielles peuvent polluer. C'est des effets Seveso, si vous voulez. Je suis actuellement en train de finir la publication d'un livre, d'un petit brochure qui va être distribué dans 8 jours au Mexique, à une conférence internationale sur les effets humanitaires des armes nucléaires. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure quand on va voir toute la dynamique de désarmement qui existe. Mais dans cette petite brochure, j'étudie le cas d'une bombe de 150 kilotonnes sur Lyon. Et alors Lyon, c'est extraordinaire parce que c'est une ville qui a maintenant dans son tissu urbain tout ce qu'on appelle la vallée de la chimie, c'est-à-dire des industries de produits chimiques, de pétrole, de gaz, mais aussi de produits extrêmement toxiques. Et donc vous mettez une bombe atomique sur Lyon, vous faites environ 17 Seveso en conséquence. Et puis comme vous faites disjoncter les réseaux électriques, routiers, ferroviaires, téléphoniques, etc., tout est paralysé autour de la région Rhône-Alpes, de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, et avec la catastrophe qui peut arriver, que quand le réseau électrique disjoncte sur un réacteur nucléaire, le réacteur nucléaire doit lui refroidir sa cuve, même s'il n'a plus besoin de fournir d'électricité, mais s'il est incapable de refroidir sa cuve parce que le réseau électrique a été trop détérioré, eh bien vous avez un Fukushima par réacteur nucléaire. Donc je ne vous dis pas dans la vallée du Rhône comment on peut imaginer des conséquences catastrophiques d'une bombe nucléaire sur Lyon. Alors vous tuez évidemment 200 000 personnes à Lyon, mais en plus vous risquez de faire une dizaine de Fukushima. Alors c'est pas automatique évidemment, mais je veux dire, dans ces cas-là, on peut se dire qu'une arme nucléaire a des conséquences humanitaires catastrophiques, comme le titre de cette conférence le souligne, et que, à ce moment-là, c'est pour des raisons humanitaires qu'on doit interdire les armes nucléaires, et c'est pour ça que le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge ont fait une déclaration récemment, ça date seulement d'il y a 1 an, où en disant il faut supprimer les armes nucléaires pour des raisons humanitaires, parce que les conséquences seraient ingérables par aucune société actuellement sur la planète. La suivante. Donc on a des armes nucléaires en France, comme je l'ai dit, on a 300 bombes nucléaires en France. 300 en état de fonctionnement et 96 en état d'alerte. Alors, il y a un discours officiel pour justifier les armes nucléaires, évidemment. Donc, quel est ce discours officiel et comment est-ce qu'on peut le critiquer et comment est-ce que nous, qui travaillons au désarmement nucléaire, nous répondons à ce discours officiel? La suivante. Alors là, c'est un peu long comme transparent, mais il y a certains transparents qui sont très longs parce que pour vos archives, je pense que c'est bien que... Il y a des gens qui veulent faire des archives avec ces transparents, donc je me suis dit, il faut des transparents trop longs quoi, pour certains. Donc voilà, donc ça c'est un peu trop long, mais cette personne-là, c'est un chercheur dans un institut officiel financé par le ministère de la Défense pour expliquer que les bombes nucléaires sont nécessaires à la sécurité de l'humanité. Alors, les raisons sont simples, hein, les raisons officielles, parce que ça c'est un discours officiel en octobre, donc récent, d'un spécialiste pour les membres du gouvernement ou les décideurs en France. Donc pourquoi? Parce que l'arme nucléaire c'est une arme de non-emploi, on n'utilisera jamais. C'est un peu contradictoire avec certaines stratégies, mais c'est une arme de non-emploi, donc où est le problème? Ça fait une protection pour une éventuelle menace. Alors, question, est-ce qu'il y a des menaces? Non, non, il n'y a pas de menace. Mais si, dans le futur, il y avait des menaces, et comme il y a des pays nucléaires, et si, dans le futur, il y avait des pays nucléaires qui nous menaçaient, alors, ça existe en ce moment? Non, 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 ça n'existe pas. Mais il faut, nous aussi, avoir une arme nucléaire, puisqu'il y en a d'autres qui l'ont. Ensuite, ça laisse une liberté d'action à travers le monde. C'est un socle aux missions des forces conventionnelles. Alors là, moi, je décroche complètement parce que si on est allé au Mali, enfin, quelles que soient, je veux dire, nos opinions sur une opération comme ça, mais à quel moment on a eu besoin d'armes nucléaires au Mali? Bon, c'est un support, un socle de mission aux forces conventionnelles. Exemple, le Mali.
Ensuite, rapport coût-efficacité favorable, là j'ai rien compris, mais le coût annuel de 3,5 milliards d'euros, bon ça c'est un peu sous-estimé parce que c'est plutôt autour de 4 ou 5 milliards d'euros, sans compter qu'il y a des coûts cachés, donc mettons 6 milliards d'euros, mais c'est vrai que par rapport au budget de la France, c'est pas beaucoup, dire c'est 400 milliards d'euros le budget de la France, mais c'est quand même 4 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut faire autre chose avec 4 milliards d'euros si vraiment c'est inutile? Bon, alors sur la défensive, si on supprimait notre force de frappe, eh bien, ça n'aura aucune influence sur les autres. Bon, ça, c'est dire, il est le seul à en juger. Moi, je pense que si la France, la Grande-Bretagne et toute l'Europe disaient on n'a plus d'armes nucléaires en Europe, on n'en veut pas, c'est un danger public, un danger international, on risque de faire le suicide de l'humanité, et on supprime nos armes nucléaires, et après on négocie avec les autres pour qu'ils suppriment leurs armes nucléaires, je pense que ça pourrait avoir un impact international fort, mais pour ce monsieur, ça n'a pas d'impact, et qu'ensuite, au niveau européen, eh bien, on a toujours dit que c'est grâce à ça qu'on a une indépendance dans l'OTAN, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance de la France? Attendez, on est en Europe, je veux dire, on est indépendant, je veux dire, ça rime à rien de dire que la France toute seule peut décider d'une opération qui engagerait toute l'Europe, toute la planète, si on utilisait nos armes nucléaires. Donc, encore une fois, ce genre d'argument, s'il y avait un débat un peu sévère en France au niveau de cet argumentaire, je pense que ça serait difficile pour des personnes comme ce monsieur de maintenir cet argumentaire. La suivante, c'est juste pour prendre deux mots dans le vocabulaire officiel. Parce qu'on est un peu pollué par le vocabulaire. Par exemple, quand on parle du vocabulaire de la dissuasion, il s'agit de dissuasion. Qu'est-ce que c'est que la dissuasion? Ça existe depuis toujours, l'attitude de dissuasion. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vous agresse ou qui va vous agresser, vous le mettez en face d'une alternative, ou il m'agresse et finalement ça va être préjudiciable pour lui, ou il ne m'agresse pas et on négocie quelque chose qui convienne à tous les deux. Ça, c'est la dissuasion classique, ça a toujours marché. Pour n'importe, même pour la vie courante ou pour les opérations militaires. Le mot dissuasion ne s'applique pas pour l'arme nucléaire parce que vous ne donnez pas le choix d'une attaque ou de pas attaque. Vous donnez, comme le disait tout à l'heure le précédent conférencier, c'est une arme de non-emploi. Oui, mais si ce n'est pas une arme de non-emploi, à ce moment-là, le cas de l'emploi, c'est le suicide de l'humanité. Donc en fait, vous ne dites pas à quelqu'un tu m'attaques ou tu ne m'attaques pas, vous lui dites est-ce que tu veux engager le suicide de l'humanité? Donc ça n'est pas de la dissuasion, c'est une menace de suicide collectif. Alors si évidemment dans le vocabulaire français, au lieu de dire on a la dissuasion nucléaire pour nous garantir notre sécurité, on dirait on a la menace de suicide de l'humanité pour garantir notre sécurité, les gens diraient mais vous n'êtes pas très bien, on ne garantit pas la sécurité par une menace de suicide collectif. Donc vous voyez que le vocabulaire, rien que l'utilisation du vocabulaire, est déjà une option pour prendre une décision qui contraint après les choses. Donc l'arme nucléaire est une assurance vie. Comme le disait le général Norlin, avec qui je fais souvent des conférences, c'est notre assurance décès. C'est pour ça que Giscard d'Estaing, d'ailleurs, quand il a publié ses mémoires, a dit « Je n'aurais jamais utilisé d'armes nucléaires ». Même dans le scénario qui était prévu, où il y avait une invasion de chars soviétiques qui devait inonder toute l'Europe et mettre toute l'Europe sous la botte soviétique, eh bien je n'aurais jamais utilisé d'armes nucléaires. Il l'a écrit dans son livre. Pourquoi? Parce que c'est l'assurance d'essai. Vous tirez une bombe et vous en recevez 100. Donc vous mourrez. Donc le vocabulaire nous perturbe dans notre raisonnement, et là où tout à l'heure le conférencier à son discours officiel disait que c'était une arme de non-emploi, c'est complètement en porte-à-faux par rapport au discours officiel des présidents. Sarkozy a dit, il y a 5 ans, qu'il était prêt, pour rétablir la dissuasion, à procéder à un tir d'avertissement. Ça, c'est quand même extraordinaire. Quand on dit qu'on a une doctrine de non-emploi, de dire que pour rétablir la dissuasion, on procéderait à un tir d'avertissement, un tir nucléaire. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour dire que vous avez 96 bombes, vous en envoyez une quelque part. Bon. Et on ciblerait les centres de pouvoir. Évidemment, tous les morts qui seraient autour du palais présidentiel, ça serait des effets collatéraux. Bon, ça c'est sûr. Donc, dans la diapositive suivante, vous
Voilà une conférence, une diapositive qui a été présentée il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, non, même pas, 20 janvier, au Sénat, pardon, par l'ambassadeur de France à la conférence du désarmement, monsieur l'ambassadeur Jean-Hugues Simon-Michel, où on avait convoqué au Sénat une conférence, un colloque, sur le désarmement humanitaire nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, comme à l'appel de la Croix-Rouge. Et monsieur l'ambassadeur devait évidemment donner la voix de la France pour dire que ça n'est pas la bonne voie choisie. Il ne faut pas parler de désarmement humanitaire. Il faut avoir une autre politique pour le désarmement nucléaire, et on va y venir tout à l'heure dans une des diapos suivantes. Mais quand il a présenté son transparent, en gros, il a commencé en disant « Est-ce qu'on veut s'éloigner d'une approche pragmatique, qui est la vôtre, hein, en faisant une sorte de détournement du problème du désarmement ?» Donc, l'approche étape par étape est la seule efficace, et on va voir dans la diapo suivante, dans une des diapos suivantes, ce que c'est que l'étape par étape. Alors avant, je voudrais donner un dernier exemple, parce que des fois, il faut écouter les gens qui sont pour les armes nucléaires, comment ils justifient les choses. Et ça, c'est une des perles que j'ai trouvées. Alors il s'agit du directeur des applications militaires, qui est donc monsieur armes nucléaires en France. Au CEA, vous savez, il y a la DAM, ce qu'on appelle la DAM, la direction des applications militaires. Ce monsieur était le directeur, il était auditionné par les députés, ça remonte à il y a environ 6 ou 8 mois. Et la question d'un député, il a fait un exposé parfait en expliquant que tous les progrès qui étaient faits pour nos armes nucléaires, tout notre arsenal, l'exposé était techniquement impeccable. Mais à la fin, il y a un député qui lui dit naïvement « Mais monsieur le directeur, donnez-nous un exemple où le président de la République a eu besoin d'armes nucléaires. » Ouais, je veux dire, est-ce que ça sert ou pas? Réponse du directeur au député, monsieur, l'arme nucléaire sert tous les jours au président. Ça c'est extraordinaire comme réponse, parce que si c'est vrai, ça veut dire que ça sert psychologiquement, psychiatriquement, on devrait dire. Parce que tous les jours, attendez, tous les jours, il prend son petit déjeuner, après il y a toute la journée, et à la fin il va se coucher. À quel moment ça lui est servi? Ça lui sert dans sa tête pour sentir qu'il est très puissant. Donc c'est une assistance psychiatrique. Bon, la suivante. Bon, j'en arrête de mes critiques parce que sinon je vais devenir méchant. Et donc l'entretien et la modernisation des armes nucléaires françaises se passent au centre du CEA de Val-Duc, à combien, 30 km d'ici. De quoi s'agit-il? Alors j'ai pris là des diapos sur Internet. Bon, il y en a quelques-uns parmi vous qui n'ont pas Internet, mais comme ça justement ils sont au courant. Mais les autres peuvent aller sur Internet, ils font Val-Duc et tout, ils ont ça. C'est des travaux à Val-Duc qui sont faits essentiellement pour entretenir les armes nucléaires, pour tester des armes nucléaires et pour moderniser les armes nucléaires. Vous avez une chance extraordinaire ici, vous êtes dans la région de France qui a le plus d'armes nucléaires à côté d'elle. Ça c'est quand même, tout le monde ne peut pas avoir ce record de France. La suivante. Alors, là c'est aussi... Ah oui, je viens voir, parce que à force de dire qu'il y a beaucoup d'armes, ça m'a soif. Donc les matières nucléaires sont fournies par la COGEMA, donc vous avez des camions qui vous apportent les matières nucléaires. Il paraît qu'il y a des cocottes minutes. Enfin c'est normal, attendez, pour mettre du plutonium quelque part, autant le mettre dans une cocotte minute. Hein, donc ça me semble, moi, physicien nucléaire, ça me semble une bonne idée, pas chère, pour mettre du plutonium. Et d'ailleurs le CEA a eu cette très bonne idée. Donc on a ce genre de panneau à l'entrée. Alors le plutonium est donc géré, de temps en temps on le récupère et puis on le recycle dans de nouvelles armes. On va voir comment on fait de la modernisation. Au niveau international, il y a des pays comme le Pakistan, pour ne citer que lui parce que c'est lui qui pose le problème, qui dit mais
moi je considère que j'ai le droit aussi d'avoir un petit stock de plutonium puisque j'ai des armes nucléaires. Alors les autres pays comme la France lui disent non. Maintenant il faut envisager un processus de désarmement nucléaire et donc il ne faut plus produire de matière fissile. Alors le Pakistan dans les instances internationales, c'est pas sérieux. Moi j'ai pratiquement pas de plutonium. Vous en avez une tonne d'avance. Alors vous le recyclez, mais vous l'avez d'avance. Donc supprimons vos stocks. Si vous supprimez vos stocks de plutonium, moi je suis d'accord pour ne pas en produire, mais si vous conservez votre stock de plutonium, moi il faut que j'en produise. Pour comme ça on se met tous à égalité. Donc vous voyez comment des discussions au niveau international sont complètement bloquées, parce que la France dit il faut supprimer la production de matières fissiles, et le Pakistan dit, eh bien, moi je refuse de supprimer ma production de matières fissiles tant que les autres n'ont pas détruit leur matière fissile. Donc ça prouve comment, avec des stocks de plutonium qui sont recyclés en permanence, grâce à ce qui se passe à Val-Duc, eh bien, créer une situation internationale complètement bloquée à cause de la volonté des pays comme la France de conserver leur plutonium. La suivante. Donc ce que fait Val-Duc qui change l'amorce de plutonium, parce que, bon, le plutonium, au bout d'un certain temps, on se dit qu'il faudrait optimiser. Les militaires sont très pointilleux pour optimiser les armes nucléaires. Parce que une arme nucléaire, par exemple, qui est prévue pour faire 150 kilotonnes, comme nos armes à nous, si elle fait 140 kilotonnes, ça ne va pas. Vous comprenez, il faut être sérieux. Nous, on est un pays sérieux pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut détruire. Donc, l'amorce de plutonium doit être vérifiée, et si jamais elle ne pète pas à 150 kilotonnes, il faut la changer. Voilà. Ça, on change l'amorce de plutonium. Ensuite, il faut changer la réserve de tritium, parce que là, le tritium, lui, il a une durée de vie, c'est-à-dire il perd la moitié de sa radioactivité en 12 ans. Donc là, il faut, au bout d'un certain temps, en remettre. Donc là, c'est nécessaire de manipuler du tritium et de le remettre dans la bombe nucléaire. Et il faut s'assurer que tous les composants fonctionnent bien. Ça, c'est absolument important. Et ensuite, comme on est quand même un pays qui a besoin de son arme nucléaire en permanence, d'être au top des armes nucléaires, il faut moderniser. Alors quand je discute moi, avec un ambassadeur, ce qui m'arrive, je ne dirais pas régulièrement, mais disons plusieurs fois par an, régulièrement je leur dis, mais moderniser, c'est de la prolifération, vous faites toujours plus, mieux, etc. Ils disent, non monsieur, non. Si on veut conserver une arme nucléaire crédible, il faut toujours être au niveau technologique de la civilisation dans laquelle on est. Donc si on modernise nos armes nucléaires, c'est pour les conserver en l'état technique de la société de l'année où vous êtes. Et donc, il ne s'agit pas du tout de prolifération, il s'agit tout simplement de maintenir les choses. Alors, on n'est pas d'accord, évidemment, sur le fond, pour plein de raisons. Mais donc, la modernisation est nécessaire pour les Français, ce qui veut dire faire des explosions. Alors, on ne fait plus d'explosions en Polynésie, parce qu'on a dit qu'on n'en faisait plus, parce que, je veux dire, trop c'est trop, au bout d'un certain temps, on sait tout, et on n'apprend plus rien. Donc, on a fait maintenant des programmes sur ordinateur de modélisation des explosions, mais si on veut changer des choses et vérifier que ça marche bien, il faut quand même faire des essais. Alors ça s'appelle des essais froids, et on fait l'explosion de l'étape petit a, grand A, pardon, du schéma sur lequel il y avait les explosions d'armes nucléaires, c'est-à-dire du premier étage, où on doit comprimer la matière qui, après, explose à cause de la réaction en chaîne, et c'est ça qui va finalement faire que la bombe explose ou pas. Et la façon dont se comprime la matière fissile, l'uranium ou le plutonium, va vous dire exactement comment l'explosion va continuer après. Donc il s'agit de faire l'explosion de ce qu'on appelle ce premier étage. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur, il faut des rayons X et photographier, à évidemment une très très grande vitesse, le moment où ça explose ou les instants qui fabriquent l'explosion. Et c'est pour ça que vous avez la chance extraordinaire à Val-Duc d'avoir une installation très performante qui va être construite dans les années qui viennent. Suivante. Alors, pour préparer l'étape 2030, en fait c'est plus que 2030, c'est 2030-2050. Donc on va organiser une nouvelle installation qui s'appelle Épure. Elle coûte 3 milliards d'euros. Oh. Mais comme c'est quand même beaucoup, on va partager avec les Anglais, et donc ça a été proposé aux Anglais de faire une installation commune. Alors les Anglais, vous savez que pour nous, on n'a pas de problème. Pour nous, l'arme nucléaire, c'est quand même le futur, il n'y a pas de remise en cause. Mais en Angleterre, il y a une grosse remise en cause. Les armes nucléaires anglaises sont vieilles, et il
Il est question qu'en 2016, il y a un vote à la Chambre des représentants pour savoir si on renouvelle les sous-marins et les armes nucléaires anglaises. Ils ont repoussé ces décisions qui auraient dû être prises il y a déjà de nombreuses années, mais ils l'ont repoussé en 2016. Et a priori, il y a des chances qu'ils renouvellent leurs installations, mais c'est pas complètement gagné, parce que il y a un petit truc amusant, amusant pour moi, mais pas amusant pour tout le monde, mais il va y avoir un référendum en Écosse en septembre 2014. Et à ce référendum, l'Écosse appelle, beaucoup d'Écossais appellent à voter l'indépendance de l'Écosse. Alors le problème des Anglais, des Grands-Bretons, pardon, c'est que leur base de sous-marins est en Écosse. Et si les Écossais, qui sont très opposés aux armes nucléaires, deviennent indépendants, ils vont mettre les Anglais dehors. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Et donc, les Anglais ne voient pas comment ils pourraient continuer. Alors, il y a eu des discussions avec les Français, est-ce qu'on pourrait venir à Brest, mettre nos sous-marins, mais le problème, c'est que les sous-marins anglais ont trop de profondeur, ils ne peuvent pas rentrer à Brest. Donc ça, c'est gênant. Mais bon, je veux dire, on pourrait imaginer qu'ils s'installent ailleurs, mais ça va coûter très cher. Et donc, les Anglais ont un grave problème de financement dans le futur de leurs armes nucléaires. Même si les Écossais ne les mettent pas dehors, il faut qu'ils renouvellent tout leur matériel. Les sous-marins, les missiles et les armes. Alors Sarkozy a eu une bonne idée, il s'est dit, puisque les Anglais sont dans la mouise, eh ben nous, on va leur proposer de gagner de l'argent avec nous, tout le monde va être content. D'un autre côté, ça anticipe la décision de 2016, et on leur propose de faire une installation en commun, qui finalement, à la fois, va permettre de forcer la décision politique, et à la fois de leur faire économiser de l'argent. La suivante, c'est donc l'accord Teutates. Teutates, c'est le nom d'un dieu gaulois. Vous connaissez tous Astérix, donc Astérix disait par Tatoutis. Et donc c'est le traité qui a été signé en 2010 pour que à Val-Duc, les Français et les Anglais travaillent ensemble. La suivante. Donc voilà le moment émotion, de grande émotion de signature. Entre deux laboratoires, le laboratoire Aldermaston qui est à une trentaine de kilomètres de Londres et le laboratoire de Val-Duc qui est à une trentaine de kilomètres de Dijon, qui vont travailler ensemble à fabriquer ces nouveaux accélérateurs à rayons X pour photographier les bombes quand elles explosent. Le suivant. Donc avec deux beaux drapeaux, vous avez ce traité. Donc il s'agit de faire des photos 3D, parce qu'on avait, nous, dans la région parisienne, un accélérateur qui faisait déjà des photos de rayons X, de bombes qui explosaient. Mais quand on est moderne, on est moderne. Je veux dire, les photos 3D, c'est quand même mieux que les photos 1D. Donc, pour voir ce qui se passe derrière. Donc, à ce moment-là, pour faire une photo 3D, en fait, il faut faire 3 photos. Vous faites 3 photos avec 3 angles différents, ce qui vous permet de reconstituer la perspective. Donc il faut 3 accélérateurs qui font des flashs de 60 nanosecondes. Les nanosecondes, c'est les milliardièmes de seconde. Alors en 1 milliardième de seconde, vous pouvez voir les objets au moment où ils explosent, qui parcourent quelques centimètres d'une photo à l'autre, et donc vous allez suivre l'explosion en direct. Voilà. Alors l'intérêt britannique, c'est que ça anticipe la décision pour renouveler les bombes. L'intérêt français, c'est que eh bien, si les Anglais éliminaient leurs bombes, ça serait quand même gênant pour nous, Français, parce qu'on serait les seuls en Europe à avoir des armes nucléaires, donc autant qu'ils continuent à en avoir. Et il y a un grave problème au niveau international, c'est qu'en principe, la législation internationale interdit aux pays nucléaires de donner des secrets d'armes nucléaires à d'autres pays. Alors évidemment, si on fait des expériences en commun, on pourrait faire des expériences en commun complètement indépendantes. Et c'est quand même plus agréable, si on fait des expériences en commun, de se refiler les trucs intéressants qu'on a trouvés. Alors, ça c'est totalement interdit. Mais, dans le traité, les gens qui ont négocié le traité se sont dit, il ne faut quand même pas charrier, on ne peut pas rester à un niveau de stupidité ancestrale. Et donc ils ont prévu l'article 12, les parties faciliteront les échanges d'informations en incluant également les informations classifiées. Ce qui veut dire en clair, les armes nucléaires françaises et anglaises se moderniseront en commun et on mettra tous les atouts à disposition de tout le monde. La suivante, voilà une vue, comme vous pouvez la voir sur Internet, des 3 machines à rayons X.
Donc pour ceux qui connaissent Valduc, voilà l'implantation. La suivante. Voilà un accélérateur de rayons X, donc ça c'est un qui existait, c'est RX, celui qu'on va ramener et moderniser à Valduc, qui existait dans la région parisienne, donc pour faire des photos à 60 milliardièmes de seconde, en un 60 milliardième de seconde. La suivante, voilà comment c'était en mars 2012, ça c'est aussi sur internet, j'ai pas de photos plus récentes, donc les halls des bâtiments se construisent. Et cette collaboration, vous voyez, ça c'est une page du web qui vous dit que les choses sont claires. Cette collaboration permettra à chacun des deux pays de garantir la fiabilité et la pérennité de sa dissuasion nucléaire sans réaliser d'essais nucléaires, ce qui est totalement faux, puisqu'on réalise là des essais nucléaires. Donc vous avez quelque chose qui est une phrase qui est un mensonge extraordinaire sur Internet, et conformément aux engagements pris par la France et le Royaume-Uni, évidemment, ils ont signé un traité. Donc ça, c'est pas faux, ils ont signé un traité. Mais ce qui est faux, c'est que c'est des essais nucléaires. Il y a dans ces essais-là de l'uranium, alors pas de l'uranium 239, il ne faut pas que ça pète, de l'uranium 238. Voilà, tout simplement. Qui est radioactif, l'uranium 238. Mais il n'y a pas de réaction en chaîne dans l'uranium 238. Alors les conséquences environnementales, donc vous avez de la chance puisque vous êtes à côté de toutes ces nouvelles installations très performantes, eh bien vous allez avoir du tritium, ça c'est évident, mais il y en a déjà dans l'eau et puis dans l'air surtout, puisqu'en principe le CO1 n'a plus le droit de faire des rejets dans l'eau depuis une quinzaine d'années. Je dis en principe, mais comme il n'y a pas beaucoup de contrôle vraiment sérieux, moi je n'ai aucune information à vous donner ce soir là-dessus. Donc à part que les choses ne sont pas simples quand il n'y a pas d'information. Mais dans l'air, c'est officiel, dans l'air, le CEA à Valduc a le droit d'envoyer du tritium dans l'air. Donc ça, vous êtes tranquille, vous pouvez respirer à plein poumon. Et il y a évidemment des transports dangereux de matières radioactives, toutes les bombes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le stockage de plus grand nombre de bombes dans toute la France, hein. Les Bretons aussi en ont, mais les Bretons en ont plutôt qui sont prêtes à être mises dans les sous-marins pour être en état d'alerte, tandis que vous en avez qui sont toutes vérolées, parce qu'il faut toutes les changer, les moderniser, vous n'avez que les bombes qui sont en réparation, en recyclage, en renouvellement. Et puis, donc, vous avez des transports et vous avez la présence des bombes. Le suivant. Bon, alors, pour vous donner un panorama de ce qu'on a comme armement nucléaire, le suivant va vous montrer nos avions, des Rafales, 2 escadrons de Rafale, c'est-à-dire 40 avions, un porte-avions qui est en principe prévu pour recevoir les avions et les armes nucléaires. Donc si on veut faire une présence importante quelque part sur la planète, on emporte avec le Charles de Gaulle, on emporte nos avions et nos bombes nucléaires. On a des sous-marins, donc là vous en avez un beau, et des missiles, vous en avez un beau. Donc voilà des photos qui vous donnent le panorama. La suivante, vous avez l'avion en plus gros, la même chose, le sous-marin en plus gros, le porte-avions en plus gros, le sous-marin en plus gros, voilà un sous-marin en mer. Ils ont tous des noms extraordinaires. Celui-là, il s'appelle le Téméraire, vous aviez l'autre, le Terrible. Et le missile M51, qui lui peut comporter 6 têtes nucléaires, il pourrait ne pas les avoir, il pourrait avoir juste des masses qui remplaceraient la tête, mais en fait, ils ont tous 6 têtes nucléaires qui vont être modernisées en 2015. Comme le disait l'ambassadeur, il faut se tenir au niveau technologique. Et donc, c'est des armes qui peuvent avoir une portée de 9000 km, ce qui est un gros plus par rapport aux armes précédentes qu'on avait jusqu'à il y a 4-5 ans. Donc, le M51 maintenant emporte des armes à 9000 km, parce qu'avant, on avait un missile qui s'appelait le M45 et qui ne pouvait porter qu'à 5000 km. Alors, vous comprenez que c'est frustrant de ne pouvoir tirer que sur Moscou. Et donc, là, c'est un avantage, c'est que ça peut tirer sur Pékin. Vous voyez tout de suite l'importance mondiale que nous avons. Donc, chaque tête est indépendante, elle fait 150 kilotonnes, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple que j'ai donné d'une frappe sur Lyon, et elle a une précision de 200 mètres, ce qui est totalement stupide, parce que quand vous détruisez quelque chose sur 15 km de large, alors 200 mètres de précision, ça ne me semble pas faramineux. La suivante. Voilà alors une photo intéressante qui vous montre comment c'est une bombe thermonucléaire française. Là, vous en avez 6 qui sont en montage. Mais c'est pas très gros, hein. Bon, il y a la tête qui permet quand même
d'être guidé vers sa cible, puis en dessous, ça fait quoi, 1 mètre par 30 cm. Donc c'est tout à fait raisonnable d'imaginer qu'on en a 300. Hein. La suivante. Donc moi ma question, c'est pas vraiment comment on modernise, c'est plutôt comment on peut éliminer. Là, j'ai mis une photo intéressante qui est à l'ONU à New York. Le pistolet, c'est en bronze, hein, c'est un bronze. Le pistolet avec un nœud sur son canon. Et je trouve que devant l'ONU de New York, c'est quand même un beau symbole. La suivante. Donc, est-ce que ce serait possible d'éliminer les armes nucléaires? Parfaitement. Techniquement, il n'y a pas de problème. Voilà la courbe d'élimination des armes nucléaires. Le maximum, c'était pendant la guerre froide. Il y avait 70 000 bombes nucléaires sur la planète, en état de fonctionnement. Et comme c'est trop, c'est trop, je veux dire, à partir du moment où vous pouvez faire sauter 10 fois la Terre, pourquoi la faire sauter 100 fois? C'est ridicule. Et donc, les arsenaux se sont tout simplement, ont tout simplement fondu parce que c'était trop d'entretien. Donc, depuis le maximum de la guerre froide, eh bien, on est arrivé en 2009 à un peu plus à 25 000, on est maintenant autour de 20 000, et si on continue cette courbe, vous voyez qu'en 2020, en gros en 2020, il n'y a plus d'armes nucléaires. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas éliminer les armes nucléaires avec de la mécanique. D'ailleurs, à Valduc, s'ils savent fabriquer des armes nucléaires, ils savent aussi démonter des armes nucléaires. Donc vous pourriez être le fer de lance du désarmement nucléaire. Mais non, je veux dire, techniquement, ça ne poserait pas de problème, mais il y a une difficulté qui n'est pas technique, mais qui est politique. Le suivant. Dans les difficultés politiques, il y a ceux qui ont pris les devants et qui ont fait des zones exemptes d'armes nucléaires. Ce sont des pays qui ont signé un accord pour ne jamais avoir d'armes nucléaires, ne jamais entreposer des armes nucléaires et, d'une certaine façon, faire chez eux le désarmement nucléaire. Voilà la carte des zones exemptes d'armes nucléaires. Il y a 5 zones. Et les pays qui ne sont pas dans ces zones-là, eh bien, c'est les Européens, les Américains et les Chinois, et puis et les Russes. Les couleurs, c'est des zones différentes. Il y a 5 zones qui sont exemptes d'armes nucléaires, et chacune ont fait l'objet d'un traité, et les couleurs, c'est les 5 traités différents. Ah oui. Non, l'Arabie Saoudite est en gris. Oui, donc ceux-là n'ont pas de zone exempte d'armes nucléaires. Le rouge, c'est une zone autour de la Mongolie. Orange, c'est une zone à droite, je ne me rappelle plus laquelle. Il y a la zone, il y a l'Afrique. Toute l'Afrique est zone exempte d'armes nucléaires. Toute l'Amérique latine est zone exempte d'armes nucléaires. Bon, le pôle sud aussi, évidemment. Et l'Australie et les États-Unis ne sont pas une zone exempte d'armes nucléaires. Oui, donc elle n'est pas non plus en zone exempte d'armes nucléaires. Hein? Ce sont seulement les couleurs qui sont des zones exemptes d'armes nucléaires. Le gris sont les pays qui n'ont pas signé de traité de zone exempte d'armes nucléaires. Hein? Voilà. Oui, excusez-moi, j'aurais dû mettre les couleurs avec... quand j'améliorerai mon diaporama, je ferai ça. La suivante. On remonte d'une... Et donc ça, c'est une publicité, mais j'en ai pas amené. C'est un petit livre auquel j'ai participé avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard. Donc vous allez chez votre libraire, exiger un désarmement nucléaire. Là, vous avez tous les arguments pour montrer que l'arme nucléaire n'a jamais favorisé la paix ni la détente. Merci, heureusement que tu penses à moi. Et avec 5 €, vous avez tous les arguments. Donc des arguments qui ne sont pas évidents. Par exemple, pourquoi est-ce que Hiroshima, c'était nécessaire, comme disent les Américains, parce que ça a économisé 500 000 vies de GIs. Est-ce que c'est vrai? Ben non. C'est pas vrai, parce que les Américains avaient dit, on bombarde le Japon, ultimatum, si vous ne déclarez pas que vous capitulez. Au Japon, il y a une personne qui a le droit de dire que le Japon capitule, c'est l'empereur. Et le empereur l'avait dit quelques heures avant le bombardement d'Hiroshima. Alors à Nagasaki, c'est encore pire, je veux dire 3 jours après. Mais donc, historiquement, c'est un mensonge de continuer à dire que c'était nécessaire parce que pour faire capituler le Japon, il fallait une bombe atomique. Le Japon avait déjà capitulé lors du bombardement de Hiroshima. Donc vous avez ça de toute façon dans ce petit livre et vous allez l'acheter tous, vous précipiter chez votre libraire à la sortie de la conférence. La suivante. Alors,
il y a un traité qui en principe prévoit le désarmement nucléaire, qui est le traité qui s'appelle le traité de non-prolifération. Ce traité a un article 6 qui dit que chacune des parties au traité, alors c'est tous les pays maintenant sauf l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi, et en législation internationale, le de bonne foi est très important, parce que c'est ça qui juge si le pays fait ou non les termes du traité. Des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, sous un traité de désarmement général et complet, sous un contrôle international strict et efficace. 44 ans plus tard, on peut dire que la date rapprochée, elle commence à ne pas être vraiment rapprochée. Le suivant, donc, la conception que ont toutes les associations maintenant au niveau mondial, toutes les associations qui s'occupent de désarmement nucléaire, et les 3/4 des pays de la planète, c'est que les pays nucléaires ne veulent pas du désarmement nucléaire. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il faut faire quand même le bilan. Donc, les pays nucléaires ne veulent pas de l'élimination. Donc, quoi faire? Suivante. Alors, la situation au niveau international, et ça je vous donne ces informations-là parce que je discute avec de nombreux ambassadeurs quand je suis à New York ou à l'ONU, à Vienne ou à Genève pour les rencontrer sur le traité d'interdiction, sur le traité de non-prolifération. Il y a deux argumentaires deux oppositions frontales. Les pays nucléaires, comme la France, disent il faut une démarche pas à pas. C'est ce que tout à l'heure j'ai dit avec l'intervention de l'ambassadeur au Sénat. C'est-à-dire, il faut d'abord faire entrer en vigueur le traité d'interdiction des essais, que les États-Unis n'ont pas signé, pas ratifié, pardon, ils ont signé mais pas ratifié, et que la France a signé et ratifié, donc on est les meilleurs, et donc il faut que tout le monde fasse comme nous pour interdire les essais nucléaires. Donc nous, on a signé et ratifié ce traité, on ne fait plus d'essais nucléaires, évidemment, ils ne disent pas qu'il y a Belduc qui font des essais nucléaires, hein, mais bon, comme ça, et il faut que ce traité rentre en vigueur. Ensuite, il faut réaliser un traité d'interdiction de produits de matières fissiles. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Pakistan, c'est bloqué. Et ensuite, il faut s'assurer qu'aucun pays n'a en projet une prolifération nucléaire. Alors vous voyez qu'avec une telle exigence, c'est pas de mal à veille, parce que quand il y aura, imaginons que par exemple Israël dise oui, je supprime mon arme nucléaire pour régler le problème du Moyen-Orient, parce qu'en principe, on leur demande de régler ce problème-là et d'éliminer leurs armes nucléaires. Mais imaginons ce cas-là. Mais est-ce que vous croyez qu'on ne va pas trouver un autre pays qui veut des armes nucléaires? La Corée du Nord, avec ses 7 armes nucléaires, est-ce que ça ne va pas menacer la sécurité de la planète? Donc, avec une exigence comme ça, c'est sûr que le pas à pas, ça va être du piétinement plutôt que du pas à pas. Pour les pays non nucléaires, la démarche pas à pas a montré son incapacité, et donc il faut une autre approche, considérer la catastrophe humanitaire en rappelant ce problème basique, hein. Ensuite élaborer un traité d'interdiction des armes nucléaires, et pas un traité de non-prolifération. Et ça c'est très important, parce qu'un traité d'interdiction, ça met les pays nucléaires dans une situation de délinquant international. Et donc si les Français sont des délinquants internationaux, vous voyez tout de suite, bon, je ne vais pas vous agresser, moi je suis français aussi, donc on serait des délinquants internationaux. Comme la Syrie est un délinquant international à cause de ses armes chimiques. Bon, évidemment, elle a un peu mis d'eau dans son vin. Enfin, pas d'eau dans le vin, mais bon. Donc voilà. Et donc, avec la dynamique des zones d'exemple d'armes nucléaires, des EAN, on généraliserait petit à petit des zones d'interdiction d'armes nucléaires sur toute la planète, sauf les délinquants. Et là, ça créerait un problème vraiment difficile pour les délinquants. Donc la suivante. Donc on a créé au niveau international une campagne qui s'appelle ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Il y a 60 organisations qui sont signataires en France, et au niveau international, quasiment toutes les associations qui s'occupent de désarmement nucléaire sont parties dans cette campagne. C'est une campagne, ce n'est pas une association. C'est la notion anglo-saxonne de l'efficacité. Il ne s'agit pas de faire une association internationale pour éliminer les armes nucléaires, il s'agit de faire une campagne pour un traité d'interdiction. La suivante, voilà le logo, et voilà le... Et donc, la nouvelle dynamique, c'est un traité d'interdiction. Alors la suivante, il y en a qui vont vite, et puis il y en a qui piétinent sur certaines, mais bon. À l'instar du traité d'interdiction des armes chimiques, et le traité d'interdiction des armes chimiques est très intéressant parce que
c'est un exemple, je dirais, favorable pour montrer qu'un traité d'interdiction a une efficacité. Et on l'a vu récemment avec la Syrie, qui d'une certaine façon a été contrainte par la communauté internationale à dire qu'elle allait démanteler ses armes chimiques. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pression internationale. Parce qu'il n'y a que 4 pays au monde qui n'ont pas signé la convention, le traité d'interdiction des armes chimiques, dont la Syrie et l'Égypte, la Somalie et puis encore un autre minuscule. Mais tous les autres pays ont signé la convention d'interdiction des armes chimiques. Et donc ça crée une nouvelle loi internationale, ça préciserait l'illégalité des armes nucléaires, ce qui n'est pas complètement clair parce qu'il y a eu une délibération de la Cour pénale internationale, de la Cour de justice internationale, pardon, il y a une dizaine d'années, qui a dit, alors là c'est un peu catastrophique au niveau du droit international, parce que cette Cour a dit l'arme nucléaire est interdite, sauf en cas de légitime défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors heureusement, dans la charte de l'ONU, il y a à l'ONU, il y a une délibération en 1961 qui dit que l'utilisation de l'arme nucléaire serait un crime contre l'humanité. Et ça, la Cour pénale internationale qui a été faite récemment dit qu'on condamnerait quelqu'un qui serait un criminel de l'humanité. Donc le président de la République, c'est sûr que lui, il passe en Cour pénale internationale. Mais bon, dire... Encore une fois, la législation est un peu faible au niveau international, et s'il y avait un traité d'interdiction, ça conforterait beaucoup la législation internationale en disant c'est interdit, point barre, c'est interdit. Et ensuite, ça permettrait aux États non signataires, j'ai dépassé mon heure, bon, je vais accélérer, ça dépasserait, ça ferait que les États non signataires, qui ne sont pas nucléaires, deviendraient les moyens de pression sur les pays nucléaires. La suivante. Après, ça va aller à vite. Donc, il y a plusieurs approches. J'ai encore combien de temps? Dépassé. Voilà, c'est la cata. Non, mais après, dans la suite, il y a des belles photos. Bon, allez, vas-y. Tant pis, tu passes. Non, il y a quand même des événements phares. Les trucs... Non, ça c'est juste des trucs favorables, parce qu'il faut être optimiste des fois et se dire qu'est-ce qui est positif, quoi. Non, parce que ça c'est du positif. Alors, moi j'aime bien positif de temps en temps, parce qu'il faut se remonter le moral. En 2013, il y a eu à l'ONU ce qu'ils appellent un Open-Ended Working Group, c'est-à-dire un groupe de travail dans lequel les pays ont tous le droit de venir, ils ont tous le droit de vote. Et c'était un groupe de travail sur le désarmement nucléaire. Alors je ne vous le dis pas en mille, mais quels sont ceux qui ne sont pas venus? Allez, au hasard. Voilà, gagné, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël. Vous avez gagné. Il y a une conférence à Oslo en février de l'année dernière sur les conséquences humanitaires, et en 2014, le mois prochain, dans 15 jours, il y a une conférence au Mexique qui fait la suite de ça. Il y a eu l'Assemblée générale de l'ONU qui a dit qu'il ne fallait pas envisager il fallait envisager un processus de traité d'élimination, d'interdiction des armes nucléaires, et en mai prochain, vous irez comme moi à l'ONU à New York pour le traité de non-prolifération. J'espère qu'on va faire accoucher de ce traité d'interdiction. Voilà, ça c'est des éléments phares que je pense est très nouveau, parce que ça date de 2013. Encore une fois, il y a eu un tournant en 2013 où on s'est dit il faut maintenant mettre la pression de façon différente. La suite, alors, vous allez avoir des photos, une présence militante. Alors, comme il y a à peu près 95% des gens parmi vous qui sont des militants et qui sont prêts à faire des présences fortes contre les armes nucléaires, je vais vous montrer des choses qui se font. La suite. Alors voilà, ça c'était en août dernier, devant le centre de Val-Duc. Il y avait 12 Anglais qui sont venus pour bloquer le centre. Alors il y a Françoise Féteau, que tout le monde connaît ici, peut-être une des responsables du mouvement de la paix, qui avait téléphoné à la préfecture en disant « Monsieur le préfet, on va aller bloquer le centre », le préfet a dit « Manifestation interdite ». Bon, là-dessus, évidemment, j'ai téléphoné à FR3, je leur ai dit « Venez, c'est intéressant ». Et donc là, vous avez FR3 qui filme devant la zone d'interdiction de photographier, avec les Anglais, qui ont les drapeaux ICANN, et on ne voyait pas tous les flics qui sont autour, ça, ils sont très discrets. La suivante. Alors ça, c'était le Jeûne international du 6 au 9 août de l'été dernier, où on avait une présence en 3 endroits, à Burkfield,
là où il y a l'usine anglaise, à Büchel, en Allemagne, là où il y a la base avec les armes nucléaires américaines, et à Paris, où on a le président de la République qui peut appuyer sur le bouton. La suivante. Alors voilà, là on est allé devant le Parti Socialiste pour leur dire est-ce qu'on pourrait discuter. Ils nous ont envoyé les CRS et ils n'ont pas voulu qu'on discute. La suivante. Donc là c'est devant le mur pour la paix, la tour Eiffel est derrière, et c'est l'école militaire qui est en face. Vous voyez, c'est un bon cadre l'école militaire. C'est le hasard. Sur le champ de Mars, en plus, Mars c'est le dieu de la guerre, c'est parfait. Donc là, on est sous la tour Eiffel, en dying, c'est-à-dire qu'on fait avec des spectacles, on dort par terre, on dort, c'est-à-dire on simule que des gens sont morts. Vous reconnaissez pour certains d'entre vous des personnes connues, comme Edith ou Yves-Jean. Bon, celui qui a un masque est totalement inconnu, mais on met souvent des masques blancs pour montrer qu'il y a des morts. Et ça, c'est devant le ministère de la Santé, où on voulait que le ministère de la Santé dénonce l'accord entre l'OMS et l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, parce que vous savez que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, ne peut pas produire des rapports sur les pollutions radioactives ou les armes nucléaires ou tout ce qui est radioactif sans l'accord de l'AIEA. Et donc, si vous n'avez pas de problème de santé, c'est parce que tout simplement, voilà, il y a l'AIEA derrière. Donc ça, c'était en Angleterre, j'y étais, et les Anglais ont trouvé un système pour bloquer le centre d'Aldermaston en mettant ce qu'ils appellent des locons, c'est-à-dire c'est des tubes, on met le bras dans le tube, chacun a un mousqueton pour s'attacher, mais comme le mousqueton est au milieu du tube, si on ne coupe pas le tube, on ne peut pas décrocher les gens, et les Anglais sont très respectueux, ils ne veulent pas emmener plusieurs personnes à la fois, ils n'emmènent qu'une personne à la fois, donc ils sont coincés, et donc il faut scier, et là ce locon était très difficile à scier, il a fallu 1 heure aux policiers pour le scier, avec une tronçonneuse et tout, pour ne pas blesser les gens aussi, c'est pas commode, parce qu'ils ont les bras à l'intérieur. Donc voilà les tubes, vous voyez. Donc là, c'était sur une autre entrée. Là, on a bloqué l'entrée pendant 14 heures. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas voulu venir pour nous couper le tube. Et voilà, donc au bout de 14 heures, on en avait assez, on est parti de nous-mêmes. Et donc, alors là, c'est devant le ministère de la Défense. On est devant le ministère de la Défense à plusieurs associations. La Maison de Vigilance, qui est une association d'action de terrain. Armes Nucléaires Stop, mon association, et puis beaucoup d'autres associations, le Mouvement de la Paix, Sortir du nucléaire. Donc là, on va 1 fois par mois devant le ministère de la Défense, on met des grandes banderoles, abolition des armes nucléaires. On a des missiles, une fois avec les missiles, on est rentré dans le ministère de la Défense. Évidemment, on est ressorti assez vite. Mais bon, là, on donne des doudous au personnel pour faire une opération de charme. Les gens étaient très contents, mais la plupart du temps, ils ne sont pas contents qu'on soit là. Mais... Donc là, on bloque la porte, vous voyez, c'est discret. Bon, les flics nous regardent. On a chaque fois une autorisation. On a une autorisation, pas de bloquer la porte. Mais bon, on bloque la porte en plus, quoi. Donc ça, c'est une bombe qui est décorée, qui a traversé la Bretagne, qui a été faite par le Mouvement de la Paix, celle-là. Et ensuite, à la fin, on a fait une grande manifestation à Brest, à l'île Longue, pour dénoncer les missiles qui sont entreposés là, à l'île Longue. Et là, voilà, ça c'est encore devant le ministère de la Défense. Donc là, on fait de la visibilité à ICANN. Vous voyez que les automobilistes ou les motocyclistes sont intéressés à regarder ce qu'on fait. Alors, les questions qui terminent une conférence comme ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut changer les mentalités des gens autour de nous? Comment influer sur les décideurs politiques, etc. On passe à la suivante, parce que là, je suis très en retard. Comment créer l'événementiel? Ça, je pense que c'est la grande question qu'on se pose, parce que si on ne perce pas dans les médias, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à trouver le truc pour que les médias parlent de nous. Et ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce que les médias parlent d'un problème de société grave? Alors pour les OGM, c'était les faucheurs. Pour nous, on a un problème parce qu'on n'a pas les faucheurs disponibles pour aller faucher les gens du personnel du ministère de la Défense. Et donc, on est un peu à court d'événementiel. Alors, suivant, autre questionnement, comment trouver le bon public, c'est-à-dire à qui s'adresser. Évidemment, quand on est dans le ministère de la Défense, on sait que ceux-là, vraiment, on peut s'adresser à eux. D'ailleurs, ils nous regardent de travers. Certains nous disent, allez donc en Iran. Bon, je veux dire, on se ramasse un certain nombre de questions évidentes. Mais qui est le bon public à convaincre dans l'opinion publique? La suivante. Ah, ça c'est très intéressant. C'est que les Anglais ont eu... Les Anglais, ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils ont une idée que si on fait une écharpe de 10 km de long et de 60 cm de large, et qu'on entoure les centrales nucléaires avec cette écharpe rose, eh bien, ça créerait de l'événementiel. Finalement, moi je me dis, les Anglais, des fois, ils sont bizarres, mais c'est sûr qu'on en parlerait peut-être.
Alors, donc ça c'est l'information pour faire... Alors, toutes les dames et les messieurs qui savent tricoter peuvent faire donc un bout de 60 cm de... Alors, moi j'en ai un. Bah, voilà, ça peut circuler. Mais surtout, vous me le donnez parce que c'est du rose fluo. Alors ça, j'y tiens énormément. Et donc cette contribution à l'écharpe anglaise doit faire 10 km de long, hein, parce que les centres sont grands. Hein. Et donc 10 km de long, en rose, en 60 cm de large. La suivante, donc l'ultime questionnement, c'est quels sont en fait les vrais tabous qui empêchent de parler de l'arme nucléaire. Il y a le tabou du père. De Gaulle a dit bravo la France. Ben ça c'est une tare chez nous. Ensuite, on a perdu un empire colonial, et comme on l'a vu tout à l'heure, ça se fait tous les jours. Donc, quels sont les blocages profonds qu'on a dans notre subconscient? Ça, c'est une vraie question aussi. La suite. Alors maintenant, qui en France est pour ou contre? Alors, il y a le ministère de la Défense qui fait un sondage tous les ans. En 2013, voilà que la question, la possession de l'arme nucléaire est-elle jugée positivement? 68%, la suivante. La possession de l'arme nucléaire est bien plus considérée comme un point fort de la défense nationale que l'an dernier. 84% des hommes. Estimez-vous qu'il faut moderniser? Alors ceux qui sont... est-ce qu'on voit là? On voit, c'est très petit. Ceux qui sont contre, ils sont marginaux, ils sont très peu nombreux, 8%. C'est des gens de Pôle emploi. Vous voyez. Alors l'autre, la suite. La suite. Le mouvement de la paix et l'IFOP ont fait un autre sondage où on ne posait pas la question est-ce qu'il faut moderniser la force de frappe ou est-ce que ça crée de la sécurité, à votre avis, est-ce que c'est un plus pour l'armée? Mais la question c'était est-ce que la France doit s'engager dans un processus de convention internationale d'élimination totale et contrôlée, favorable 81%. Donc, si on pose la bonne question, c'est clair que les Français ne veulent pas d'armes nucléaires. La suite. Donc tout dépend de la formulation de la question. 90% des Français seraient opposés aux armes nucléaires. La suite. Ce qu'il faut savoir quand même en Europe, c'est que dans les autres pays européens, par la France et un peu la Grande-Bretagne, tous les Européens sont contre l'arme nucléaire pour les Européens. En Europe, les Européens ne veulent pas d'armes nucléaires en Europe. Ni les Américaines, ni les Françaises, ni les Anglaises. Alors, on en a en France et la correction diplomatique fait qu'on ne critique pas les Français quand on est des Allemands, des Néerlandais ou autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est si jamais il y avait un référendum en Europe, est-ce que vous, Européens, vous voulez une zone exempte d'armes nucléaires en Europe? Ça serait massivement oui. Et nous, les Français, probablement, on serait mal à l'aise et probablement on serait mis en minorité. La suite. Ah, c'est une conclusion, oui. T'as de la chance, Philippe, c'est une conclusion. La suite. Alors, s'il y a quand même trois mots, trois phrases importantes pour la conclusion. Celle de Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Goethe, c'est intéressant aussi, 1700 et quelques. J'aime celui qui tente l'impossible. Bon, c'est pas forcément impossible, mais Mark Twain, en 1850, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça me semble la conclusion idéale.